Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3, l'info matinale sur Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. C'est parti pour environ 2 heures d'information en plateau avec tous les rubricards, les animateurs. Bonjour à vous, Wahab Ali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un court instant pour les gros titres de la presse, mais avant, le sommaire de cette émission, c'est fait. Ils sont désormais tous connus. Le processus de désignation est allé à son terme. Les 77 maires des 77 communes du Bénin prennent déjà la mesure de l'immensité de la mission pour laquelle ils sont investis, celle de porter les villes dont ils ont la charge à un niveau élevé de développement les 6 années à venir. Alors, beaucoup de questions se posent. Comment vont-ils procéder? Quels sont les défis? Quel plan de travail? Et quels sont les moyens? Qui pour les accompagner? Quelles responsabilités pour les partis politiques desquels ils sont issus et pour lesquels ils sont désormais les ambassadeurs sur Actu Matin. On en débat. Du coronavirus, il sera aussi question, en note des signes inquiétants d'un relâchement du respect des mesures barrières après la levée des dispositifs selon le bilan établi lundi soir. Le Bénin a enregistré 288 cas confirmés, 186 guéris, 98 patients sont toujours hospitalisés sous traitement et le nombre de décès est passé de 3 à 4. Attention à ne pas baisser la garde. Le constat de terrain sonne l'alerte. À suivre nos échanges au forum de discussion. Et puis santé ce mardi, Zakiat Latoundi reçoit Dr Sylvie Bancolé. Elle est chirurgien dentiste. Vous comprenez, on parlera de la santé buccale. Que deviendront ou bien que devrions-nous faire pour éviter la perte des dents? Les précisions à suivre dans la deuxième partie. C'est votre matinale Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente. Au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Que nous rapporte la presse nationale ce mardi? Les précisions, c'est avec Wahab Ali Para qui est déjà installé. Wahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. Les parutions ce matin nous parlent des installations au niveau de la tête de nos communes. Ces fraternités qui ouvrent le bal, attente des objectifs de développement à la base, la responsabilité des partis engagés, puis coronavirus et respect des gestes barrières, un relâchement préjudiciable. 27 nouveaux cas détectés et un mort de plus. Suite des désignations à la tête des mairies, Malik Gomina prend les rênes de la commune de Djougou et dévoile ses ambitions. Accusé de fraude, 2 agents des douanes mis aux arrêts. New Look à Porto Novo et Parakou, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosumo. À la une maintenant de la Nation, reconstitution d'actes de naissance aux personnes sans souche, une réforme sans tapage. Célébration de la journée mondiale des océans, l'appel à la protection de l'écosystème marin. Les pharaons syriaques à Gongpaon sur diagonale. Patrice Talon explique l'article 192 nouveau du code électoral. Malik Gomina passé d'Antigone à Crayon. La relecture des tests de la décentralisation s'impose. L'économiste, 9e Assemblée générale ordinaire et 11e Assemblée générale extraordinaire, la CRRH UOMOA autorisée à émettre des obligations pour 80 milliards de francs CFA. Et puis cinéma africain, Canal Plus Bénin lance la série Cacao. Le matinal, 4e mandature de la décentralisation, les 77 maires installés, album photo de tous les nouveaux élus. 4 femmes, 7 retours, Union progressiste 41 maires, Bloc républicain 29 et FCBE 7 maires. Bénin intelligent, mairie de Djougou, le choix sûr de Malik Gomina, classe culturelle, les programmes de formation bientôt
Au point, Aurélie Adam Soulé Zoumarou au sujet de la plateforme e-learning. On ne paie pas pour accéder aux cours en ligne. Le routier municipal de Cotonou, Luc Setonji Atropo, au sommet du toit. Après son élection à la tête de la commune de Koulekame, Dieudonné Bédjekan prend officiellement le bâton de commandement. Le meilleur examen blanc de fin d'année, voici les corrigés-types et barèmes des épreuves du BEPC et du baccalauréat. Lancement de la nouvelle saison sur les boutiques Canal+, de véritables moments de rêve pour les abonnés de Canal+, à partir du 11 juin. Et puis Rufino d'Almeida prend les manettes de la ville cosmopolite de Boycon. Les 4 vérités communes de Dogbo, le maire Malroy à Gossou a pris fonction hier. Il décline les actions prioritaires de sa mandature et demande aux filles et fils de Dogbo de s'unir. Département de la Donga, Dr Malik Gomina, nouveau maire de la commune de Djougou. Il donne les raisons de son entrée en politique et déclare « Nous allons nous mettre à la tâche pour qu'à la fin, les populations puissent nous porter aussi en triomphe. » Explication de la règle des 10% au communal du 17 mai 2020, le décryptage du professeur émérite Faustin Haïssi. L'informateur pour finir, projet e-learning pour les universités du Bénin. Éléonore Yahi Ladeka, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, salue une initiative salvatrice. Elle peint le bonheur de poursuivre les cours malgré le coronavirus. Poursuite de l'installation des maires, Malik Gomina prend les rênes de Djougou. Fatawa Moussa et ses pairs installés demain à Soava. La nouvelle équipe de Ouida prend fonction. Et puis Constant Akombessi installé CA à Tori Bossito. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin. Voilà, un tour rapide des parutions du jour avec le quotidien Fraternité qui revient en titre, à tête des objectifs de développement. À la base, la responsabilité des partis est désormais engagé. Vous allez en page 3 et vous avez donc la possibilité de parcourir ces écrits de Angelo Dossoumo dans son analyse. On rappelle que plusieurs maires sont désormais installés, ou la totalité des maires désormais connus sur toute l'étendue du territoire national dans les 77 communes du Bénin. À Djougou, Malik Sebou Gomina est le nouvel homme fort de cette commune du département de la Donga. Juste après Adassa, nous avons Nikez Fayon qui garde son fauteuil pour poursuivre ses œuvres. Et à Boycon, Rufino d'Almeida remplace Luc Atropo. Ce dernier est désormais le maire de la grande ville de Cotonou. Les prises de fonction se feront dans les heures et jours à venir. On y reviendra, en tout cas dans notre mini-journal. Ce sera tout à l'heure avec Naguib Alawé qui nous présente d'ailleurs les gros titres. Naguib, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Au sommaire, on ne le présente plus. Il a non, Luc Setonji Atropo, celui qui s'est vu confier la lourde charge de mener la barque Cotonou à bon port, parce que désigné par les responsables de son parti, le parti Union fait la nation, reste à n'en point douter une curiosité. L'homme n'est certes pas tout à fait inconnu au bataillon, mais qui est-il réellement et que sait-on concrètement de lui? Réponse dans ce mini-journal. Et puis, un volet pas tout à fait pris en compte par les élus communaux, c'est la question du développement de la culture et du développement du tourisme à la base. Comment les nouvelles équipes devraient faire pour en tirer les devises et surtout rester collées à l'esprit du programme d'action du gouvernement. Un sujet enquête toujours dans ce mini-journal. Voilà, Luc Atropo, on le rappelle, il est porté par le parti Union progressiste à la tête de la mairie de Cotonou. Les précisions à suivre dans un instant, juste après la chronique du jour signée le chroniqueur de tous les matins sur Actu Matin du lundi au jeudi, Moïse Dossoumo, qui nous parle de Parakou et de Porto-Novo. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique?
Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Hier, c'était Cotonou et son nouveau maire. Aujourd'hui, avec le chroniqueur, nous allons parcourir deux grandes villes, Porto Novo et Parakou. Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour Christian. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le mystère est levé. Plus de supputation sur les visages des nouveaux dirigeants des communes. Les choses sont allées vite. Après des semaines de suspense, les populations savent maintenant à qui elles auront affaire selon leur ressort territorial pour les 6 prochaines années. Des surprises, il y en a eu et pas des moindres. Des révolutions également. Porto Novo, pour sa part, change radicalement de cap. Bien qu'ayant réalisé un bon score dans les urnes, le Parti du Renouveau démocratique PRD a été contraint du fait des réformes politiques de s'éclipser au profit d'une autre formation politique. L'Union progressiste, à travers Charlemagne Nyankouti, s'installe dans la capitale. Un nouveau style de gouvernance prendra incessamment forme. Celui qui a la responsabilité de diriger l'équipe municipale a du pain sur la planche. Seul contre tous ces dernières années au sein du conseil municipal, il a l'occasion de démontrer ce dont il est capable. En dépit de son statut de capitale, Porto Novo a longtemps végété dans l'indifférence des dirigeants. La ville, plongée dans un statu quo, avait du mal à tenir son rang de ville phare du pays. À la décharge du régime en place, il faut reconnaître que la cité de Aïnovi commence par présenter un aspect attrayant. Il reviendra au maire désigné et à ses collaborateurs de maintenir le cap. À Porto Novo, comme dans les autres communes, les urgences et les priorités sont au coude à coude. Tout est à faire ou à refaire. Et ce chantier titanesque, qui ne peut d'ailleurs être achevé en 6 ans, a besoin que des hommes et femmes ambitieux et déterminés se mettent à l'ouvrage. Tels des tresseurs de cordes, ils auront apporté leur touche en fonction de leur approche. Le développement est tellement exigeant qu'il ne tolère point ni amateurisme ni anarchie. C'est un processus qui requiert discipline et fermeté. Avec Charlemagne Nyankouti, Porto Novo devrait connaître de profondes mutations. C'est un impératif et il a les commandes en main. À lui de montrer la bonne direction à ses pairs et à ses collaborateurs. À l'instar de Porto Novo, Parakou est également une commune à statut particulier. À ce niveau aussi, une mutation radicale a été opérée. En dépit des réformes audacieuses qu'il a conduites en peu de temps, Charles Toko n'a pas reçu l'onction de ses mandants pour poursuivre ses œuvres à la tête de l'hôtel de ville. Il passera bientôt service à Aboubakar Yaya, sociétaire du parti Force Cori Bénin émergent. Après avoir réalisé l'exploit de convaincre les électeurs à sa cause, ce creuset à travers son porte-étendard prend le gouvernement d'une ville totalement métamorphosée. Les infrastructures routières récemment érigées dans la commune lui donnent une apparence de modernité. Parakou avait justement besoin de présenter un nouveau visage. C'est chose faite. Le nouveau maire, aux prises avec quelques membres de sa propre famille politique, saura arrondir les angles pour transformer ses ambitions en action. La suite logique à sa désignation, c'est la recherche de voies et moyens pour instaurer l'harmonie au sein de l'équipe municipale. Passé cette étape, il devra s'atteler sur l'immense chantier du développement. Puisqu'il n'a pas droit à l'erreur, il saura s'entourer de toutes les précautions et garanties afin que ses actions soient couronnées de succès. Sur le plan des ressources et des infrastructures, les communes à statut particulier ont de l'avance sur les autres. Aux maires d'en profiter pour accroître leurs moyens afin d'avoir plusieurs réalisations à leur actif. Quand il s'agit de diriger des hommes pour impacter le plus grand nombre, la tâche devient complexe et ardue. Mais dès qu'on prend la décision de se jeter dans l'arène publique, plus aucune excuse n'est de mise pour justifier d'éventuelles contre-performances. Merci à vous, Moïse Dosoumou. Eh bien, nous reviendrons sur l'essentiel tout à l'heure, après donc, la désignation
des différents maires dans les 77 communes du Bénin, notamment les communes les plus en vue. Quel essor pour le développement de ces communes, la responsabilité des nouveaux élus? On va en parler dans quelques minutes, juste après le mini-journal. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. On continuera de parler de la désignation des nouveaux maires et de leur prise de fonction. Commençons par la municipalité de Cotonou qui connaît depuis samedi sa première personnalité, Luc Setonji Atropo, désigné par son parti. L'Union progressiste présidera aux destinées de la plus grande métropole du Bénin, ça vous le savez. Ensemble avec ses autres adjoints au maire, il a la charge de conduire la barque à bon port. Mais en réalité, qui est Luc Setonji Atropo? Allons à sa découverte à travers cet élément magazine portrait réalisé par Idrissou Boukari. Voici le nouveau visage de la municipalité de Cotonou. Luc Setonji Atropo, 47 ans. Élu sur la liste Union progressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou, l'homme a été désigné par son parti pour conduire les destinées de la plus grande ville du Bénin pour les 6 prochaines années. Il faut avant tout rendre hommage aux responsables de son parti. Si je suis là, c'est parce que les responsables du parti ont bien voulu. Je voudrais remercier le président du parti, le présidium, toutes les personnalités, les députés, tous ceux qui ont travaillé pour cela, je les remercie. Je voudrais remercier les conseillers municipaux. Luc Setonji Atropo capitalise une riche expérience en matière de gouvernance locale. Élu premier adjoint au maire en 2003 et depuis 2007 maire de la ville de Boycon, l'ancien militant de la Renaissance du Bénin est actuellement président de l'Association nationale des communes du Bénin, président de l'Union des communes du Zou, premier vice-président des collectivités territoriales de l'UOMOA et membre de l'Association internationale des maires francophones. Profil idéal sans doute pour faire le job à Cotonou. C'est un homme d'expérience. C'est vrai, il est jeune. Il est en plus dynamique. Pour peu que vous résidez au Bénin, quand on parle de Luc Setonji Atropo, tout le monde le connaît. Luc Atropo, c'est vraiment une expérience pratique, une expérience remise en cause, relancée, actualisée en matière de gestion des collectivités territoriales. Mais c'est pas seulement ça. Le nouvel homme fort de Cotonou détient donc un carnet d'adresses bien fourni. Également, plus de 17 ans de fréquentation des couloirs de développement local et de la démocratie à la base. Et déjà, ces nouveaux administrés l'attendent sur plusieurs chantiers. La priorité des priorités, c'est surtout l'inondation. Et si la mairie va réussir à cela, il faut que le gouvernement porte son appui financier. Et il y a des feux tricolores qui ne marchent pas. Voilà, les déchets solides et ménagers. Ce qu'il a fait à Boycon là, il n'a qu'à tripler ça ici. Parce que ici, c'est la vitrine du Bénin. Ancien séminariste et juriste de formation, Luc Atropo est passé par le commerce et l'enseignement secondaire dans la ville de Boycon. Il a été élu 3 fois député, mais n'a jamais voulu siéger à l'Assemblée nationale. Il a préféré se consacrer au développement de la ville de Boycon et à compter de ce samedi, il se met au service du rayonnement de la ville de Cotonou. Son côté social fait sa différence. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience au niveau de la gestion communale, municipale. C'est quelqu'un qui a un cœur et qui inscrit la dimension sociale dans son action au niveau des collectivités territoriales. En 5 ans de gestion, Luc Atropo a redonné vie à l'Association nationale des communes du Bénin créée depuis 2003. Comme grande action, on cite pêle-mêle le projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, le programme ANCB VVSG,
Le projet PF qui accompagne 5 communes dans la promotion de la planification familiale, le projet Cité.BG et la liste est longue. Au plan international, la NCB aujourd'hui a un rayonnement. La NCB gagne des appels à projets au niveau international. La NCB aujourd'hui a un siège, c'est extraordinaire. La NCB a un siège, a une équipe qui travaille. Il faut améliorer tout cela, mais c'est un parcours important qui a été fait en moins de 5 ans. Et a désormais en charge la conduite des politiques de développement de la ville de Cotonou avec le soutien du conseil municipal et son parti. Le maire Luc Setonji Atropo veut relever les défis majeurs qui l'attendent pour le rayonnement de la ville qu'il a vu naître. Avec la 4e mandature, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur la municipalité de Cotonou. D'une ville à une autre, on passe d'un maire à un autre. Et parlons maintenant de Malick Seibou Gomina, qui a été investi lui aussi, et c'était hier, à la tête de la commune de Djougou. Désigné par sa grande surprise par son parti, le Parti Bloc Républicain, et applaudi par les populations, le nouveau patron de la ville aux 6 sorties internationales s'est offert un bain de foule, grande caravane à travers les principales artères de la commune au sortir justement de l'hôtel de ville. Le résumé avec Alassane Harouna et Abdou Sarabi Idrissou. Abdoul Malick Seibou, porté en triomphe par les populations de Djougou qui ont très tôt pris d'assaut la déventure de l'hôtel de ville. Il vient d'être désigné à la tête de la mairie de Djougou par les leaders du bloc républicain, parti majoritaire, conformément à la loi interprétative complétant le code électoral, désormais en vigueur au Bénin. Le bloc républicain décide. Article 1er. Sont désignés maires et adjoints au maire de la commune de Djougou, dans la Donga, les camarades dont les noms suivent. Au poste de maire, Messieurs Seibou Abdou Malick. Merci. Au poste d'adjoint au maire, Monsieur Amadou Gibril. Au poste de deuxième adjoint au maire, Monsieur Seibou Karimou. Homme d'action et de vision très attaché aux valeurs morales et éthiques, Abdoul Malick Seibou saura adapter sa vision à la ville carrefour du Septentrion et pour y parvenir, il s'est déjà doté d'une feuille de route avec des priorités. Le tout premier chantier que nous avons, c'est de nous revoir, aller à l'écoute des populations dans les arrondissements, écouter leurs doléances et leur dire que nous venons en cours de chemin. Est-ce qu'il est possible que nous allions à un collectif budgétaire en tenant compte de leurs priorités, de l'heure? Nous allons essayer de voir. Vous savez, quand tout reste à faire, tout est prioritaire. La charge est immense. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire, que ce soit l'électrification, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau, tout est prioritaire. Nous remercions les responsables du parti, nous remercions les populations de Djougou, nous remercions surtout le président de la République, parce que vous savez, c'est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d'entrer en politique. Dans sa mission de conduire les destinées de la cité des pétonniers Nyoraïa Takora pour les 6 prochaines années, le maire Abdoul Malick Seibou aura pour premier adjoint Amadou Gibril et Karim Seibou comme deuxième adjoint au maire. Un choix diversement apprécié par les conseillers communaux et l'honorable Zoumarou Walissa. Je dirais que un soleil nouveau se lève à Djougou. Et je pense que tous les espoirs de la population de Djougou seront comblés très bientôt. Parce que tous nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire de Djougou une nouvelle cité. Donc on est satisfait, on est fiers. Bien sûr, il y a un petit bémol. Parce que la fin du processus nous a laissé sur une déception. Car en
au final, vous-même, vous savez ce qui s'est passé, vous les journalistes. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé des situations. Parce que le processus final, dans le choix de choses, et vous savez que nous sommes du bureau politique, hein, donc bureau politique, nous qui sommes coordonnateurs, mais la finalisation de ce processus, nous avons été totalement écartés. Et bon, je ne sais pas au nom de quoi. Si ça doit se produire comme ça, il faut avoir l'honnêteté de le lancer. Nous sommes très contents de l'équipe dirigeante de notre commune. Et au-delà dans l'ensemble, lorsque on regarde un peu la qualité des ressources humaines qui composent ce conseil communal, nous sommes rassurés que désormais dans la commune de Djougou, nous allons faire un débat d'idées, un débat autour des questions de développement. Après sa bien désignation à la tête de la mairie de Djougou, le nouvel homme fort de la ville, accompagné d'une marée humaine, s'est rendu au palais royal de Kilir pour y recevoir la bénédiction de Sa Majesté Peto Nicolas VI, roi de Djougou. Voilà, on connaît enfin le visage de la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Boycon. Rufino d'Almeida est celui qui a été désigné de ce côté-là par le parti bloc républicain pour assumer la charge de maire de la ville Carrefour. Armand Gansé est quant à lui désigné premier adjoint au maire, suivi de Elisabeth Agbosaga. La séance qui a consacré la présentation de l'exécutif communal aux autres conseillers a été présidée par le préfet du département, Firmin Aimé Couton. On fait le point avec Imet Elena Moussou. Je mesure la tâche qui m'attend et comme vous avez pu le constater, le conseil communal, après les soubresauts de ces derniers jours, est totalement uni et en bloc derrière moi. Que ce soit les conseillers UP ou les conseillers BR, tous désormais adhèrent au Parti pour le développement de Boycon. Je pense que lorsque nous ferons moins de politique et plus de développement, les populations à la base seront sans aucun doute satisfaites de notre action à la tête de cette mairie. Je voudrais remercier le chef de l'État pour la tenue de ces élections. C'était un défi magnifiquement relevé par le gouvernement. Je voudrais également, et ensuite, remercier les dirigeants du Parti blanc républicain pour le choix porté sur ma modeste personne pour diriger la 4e commune de notre pays, Boycon, mais également les remercier pour le choix porté sur les autres membres de l'exécutif, les OCA, et leur dire à travers vous que nous ne décevrons pas leurs attentes. Je voudrais appeler nos administrés, donc les Boyconoises et les Boyconois, à la sérénité. Et nous nous engageons fermement à satisfaire aux désirata des populations de Boycon. Je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a été avec moi depuis des années. Je remercie aussi le chef de l'État, son Excellence, M. Athanase Guillaume, qui a mis un accent sur la promotion de la femme. Et je remercie sincèrement aussi le Bloc républicain qui a mis aussi un accent sur la promotion de la femme. Pendant l'autre mandature, j'étais parmi les conseillers de la ville. Et maintenant, je leur promets que je serai disponible tous les jours que Dieu fait aux côtés du maire et du premier adjoint au maire. Tout ce que la population veut à mon niveau, je vais les servir et servir la ville de Boycon. J'avais dit la dernière fois que dès lors que le parti décide de quelque chose, nous allons aller derrière la décision du parti. Et vous venez de le constater parce que nous avons notre nouveau maire, en la personne de M. d'Almeida Rufino, son premier adjoint au maire que je suis, la deuxième adjointe au maire, Mme Elisabeth Agbosaga, et les CA ainsi que les autres conseillers, aussi bien UP comme BR. Vous allez constater sous peu que c'est une équipe qui désormais se mettra au travail pour pouvoir rendre le minimum possible à la population de Boycon. Je voudrais faire un coucou à l'équipe sortante pour dire qu'ils n'ont pas démérité. Dieu, que grâce soit rendue pour que désormais Boycon puisse connaître de beaux jours. Merci beaucoup. Voilà, et puis dans la dynamique de l'installation d'un nouveau conseil communal pour une nouvelle mandature, un volet qui n'a pas toujours été considéré à sa juste valeur, c'est la question du développement de la culture et du tourisme
À la base, comment les nouvelles équipes devraient faire pour en tirer des devises et surtout rester collées à l'esprit du programme d'action du gouvernement, c'est un sujet enquête signé Tanguy Agoy et Mofid Sabron. 20 années pratiquement et 3 mandatures consommées. Du point de vue de l'accomplissement du devoir de promotion de la culture à la base, les collectivités locales peinent à faire l'unanimité sur leur bilan et laissent ainsi les experts partager au sujet des avancées. Les maires sortants et les communes en général ne sont pas pour l'instant encore préoccupés par cela. Ça fait que le développement culturel à la base, comme on le dit, n'est pas encore une réalité où ça ne préoccupe pas encore nos élus communaux. Les maires, les conseils communaux et les élus locaux ont pris conscience véritablement de l'importance de la culture de plus en plus. J'affirme de go cela tout simplement parce que s'ils n'en prenaient pas conscience, ils n'allaient pas accepter nommer au sein des mairies les chargés culturels. Sur les arguments qui sous-tendent chacune des positions, les idées ne manquent pas. Pendant les 2 dernières décennies, la stratégie du prêt-à-porter présentée aux communes n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Et cela était bien prévisible. Les politiques publiques parachutées depuis le sommet n'ont pas forcément d'impact sur les populations à la base. Mais si vous partez des besoins, de ce que les populations à la base elles-mêmes génèrent, elles-mêmes produisent, et que vous leur donnez des marchés, des lieux d'expression, c'est ce que j'appelle des marchés d'expression, c'est-à-dire le troc se fait. Vous apportez du talent et du savoir-faire, on vous paye pour regarder. Là, c'est un marché déjà qui se crée. Si ça monte comme ça progressivement, non seulement il y a la capacité d'absorber un grand nombre de diplômés, des jeunes désœuvrés sans emploi qui vont trouver là des débouchés, mais aussi il y a comme de l'animation de la ville, de la communauté à la base, la formation, l'épanouissement de l'esprit, l'homme voyage. À l'orée d'une nouvelle mandature de la décentralisation au Bénin, les spécialistes de la chose préconisent un changement de paradigme. Il y a déjà un premier atout sur lequel il faut tabler pour lancer ne serait-ce que les communes qui s'en sortent déjà peu ou prou. C'est des communes qui ont un patrimoine ou un fonds patrimonial sur lequel elles surfent. Regardez une commune comme Abomey, évidemment. Abomey abrite quand même le premier site béninois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout à fait normal que Abomey tire son épingle du jeu. Pareil pour Ouida. Même si la ville de Ouida n'a pas des biens déjà inscrits au patrimoine de l'humanité, mais quand même, la route de l'esclave est un joyau. Mais aux autres communes, pas aussi nanties de biens à vendre, il faut innover. Ceci est un impératif qui impose aux prochaines équipes un profil adéquat et un ressenti individuel chez les responsables de premier plan. Normalement, ces maires devraient avoir une base. À défaut d'être eux-mêmes des experts, il faut qu'ils s'associent des experts culturels ou en tout cas aller à l'information, à l'éducation, à la promotion, à la consommation de produits touristiques et culturels eux-mêmes d'abord. Au plan local, quelle que soit la commune, certes, elles n'ont pas les mêmes tailles, je reconnais, mais quelles que soient les communes, il y a forcément un potentiel à découvrir et à mettre en valeur. Tout ce qui concerne l'histoire qui est sur leur territoire, tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne le cultuel, tout ce qui concerne les divinités, les forêts sacrées, tout ce qui concerne les chansons, les contes et les légendes, il faudra mettre en valeur pour permettre à la commune de gagner des ressources. Le travail à faire est immense, concèdent les amoureux de la culture interrogés, qui en appellent à une action rationnelle, méthodique et surtout prompte de la part des nouveaux élus. Ceci doit commencer au lendemain même de leur installation. Aussitôt le pouvoir pris, ils n'ont qu'à commencer par faire un inventaire de leur patrimoine culturel local. Et une fois cela découvert, ils font appel aux spécialistes qui vont justement les aider à isoler les biens et éléments culturels sur lesquels ils peuvent travailler. Donc ils peuvent chercher à protéger, à conserver, à sauvegarder et à mettre en valeur. Dès lors qu'on installe les maires, je pense que chaque préfet doit pouvoir organiser et très rapidement des séminaires de sensibilisation au niveau des élus locaux ou au niveau des maires pour leur apprendre qu'est-ce que le PAG
et les documents programmatiques du Bénin disent sur le développement. Les experts de la culture ont montré leur disponibilité à accompagner les acteurs politiques à la base qui sont dans le besoin et surtout qui l'expriment. Les communes sont un réservoir incommensurable de ressources au profit du fonctionnement des mairies, ont-ils défendu, exhortant à une prise de conscience de la valeur que représente la culture dans un pays comme le Bénin. Le Bénin, ensemble avec la communauté internationale, a célébré ce lundi 8 juin la journée mondiale des océans. Les manifestations de l'édition de cette année se sont déroulées à la plage de Togben sous la conduite du directeur général de l'environnement et du climat. Le thème de cette année est intitulé « Innovation pour un océan durable ». Reportage Ali Moumouni, Rachidi Soubero. L'océan Atlantique, d'un bleu rayonnant et sans limite. De loin, il paraît calme, mais à la berge, un grand bruit occasionné par les vagues. Ceci contraste avec une brise douce et reposante qui se dégage. Sans aborder la biodiversité marine, voici une ressource que procurent les océans à l'humanité. C'est ici, à la plage de Togbendaro, que se déroulent les manifestations de l'édition 2020 de la Journée mondiale des océans. Et comme le 8 juin de tous les ans, le directeur général de l'environnement et du climat et ses collaborateurs invitent les populations à l'entretien des plages à travers une séance de nettoyage. Cette année, ils y sont allés loin en mettant également en terre des plans. Toute chose qui concourt au respect des mesures prises par le gouvernement. Les pressions humaines pèsent lourd sur la santé de l'océan et sa capacité à continuer à nous nourrir. Parmi les plus graves figure la pollution organique et plastique. Ces situations ruinent l'écosystème de l'océan. Les côtes béninoises n'échappent pas à cette réalité. Elles font face à de multiples menaces, à savoir occupation anarchique, pollution par les déchets plastiques et industriels, érosion côtière. Vous avez suivi aussi la voix du MEU qui a ajouté dans les détails la défécation à l'air libre. L'édition 2020 de la Journée mondiale des océans appelle à l'innovation pour un océan durable. Au Bénin, plusieurs démarches sont mises en œuvre par le gouvernement béninois pour protéger les côtes maritimes. De nombreuses mesures ont été prises par le ministère du cadre de vie sous le leadership du ministre José Tonato, à savoir l'adoption des lois relatives à la protection de la zone littorale, l'interdiction des sachets plastiques, la réglementation des changements climatiques, la sécurisation et le nettoyage permanent des plages, la protection et la valorisation de la côte maritime. 4 nouveaux épis construits, une digue immergée, 3250 m3 de sable injecté, 1000 m3 de sable mis en stock, 15 km de côtes protégées, plus de 53 milliards de francs CFA mobilisés. Il reste néanmoins d'énormes défis à relever. Le thème de la GMO de cette année est prometteur. Il nous invite à réfléchir sur ces défis et à initier des actions intelligentes susceptibles de renverser la tendance actuelle et de redonner à nos côtes leur santé. La Journée mondiale des océans est une occasion pour sensibiliser les populations sur la protection et la valorisation de l'écosystème marin. Faut-il le rappeler, les océans occupent 72% de la surface de la Terre et offrent assez de ressources et d'opportunités. Et à présent, carnet noir pour clore cette session. Deuil dans la maison justice. Marc Robert Dadaglo n'est plus. Feu Marc Robert Dadaglo était jusqu'à sa disparition le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Ceux qui l'ont connu retiennent de lui en tout cas un homme certes rigoureux mais aimant. Témoignage dans l'élément qui va suivre. Que dire du sentiment qui m'anime en ce moment douloureux pour la magistrature béninoise. Pour la magistrature béninoise parce que d'abord je tiens d'abord à me présenter parce que c'est très important. Mon nom est Izoudine Ibrahim. Je suis magistrat. Je suis vice-président du NAMAB. Vous comprenez le lien que je partage avec le défunt, monsieur
Marc Robert Dadaglo, qui est notre président, le président de notre syndicat, le président de notre union. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, nous sommes très tristes. La magistrature béninoise est triste. La maison judiciaire est triste de ce qui nous est arrivé. Et il n'est pas facile pour un être humain de perdre une personne qui lui est chère. Marc Robert Dadaglo était pour nous un homme bien, un homme affable, un homme à qui vous pouvez vous confier. Au-delà du rapport professionnel que j'avais avec lui, c'était un grand frère. Un grand frère. Et on avait l'habitude, pour nous amuser avec lui, on l'appelait doyen. Donc, vous comprenez le sentiment qui m'anime personnellement et qui anime aujourd'hui toute la corporation. C'est la grande tristesse qui se lit sur tous les visages. J'ai rappelé la dernière fois, au cours d'un communiqué, ce qu'il était pour nous. C'est difficile de parler d'un homme, vous savez, la vie est longue, on ne peut pas parler d'un homme en quelques minutes. Retenons tout simplement que c'est triste. Triste. Et nous prions l'Éternel de l'accueillir dans son royaume. Voilà, note de tristesse à la maison justice. C'est sur cette note que nous allons clore ce mini-journal. Merci à vous, Naguib Lagbe, et toutes nos condoléances à la maison justice. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, restez en place. Dans un instant, nous allons recevoir en plateau l'ensemble des membres du forum de discussion. Ce mardi, il sera question donc de la désignation des maires, la suite du processus, et juste après, on aura à parler également du respect des mesures barrières Covid. On a constaté un relâchement dans la masse, et pourquoi et quelles sont les conséquences. Réaction du plateau juste après cette page pub. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. De la ville de Barrakou, Loft Resort Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement.
Et voilà, nos échanges en plateau démarrent à partir de cet instant. Ils sont tous là. Bonjour à vous, André, Herman, Akimé. Bonjour, Christian. Bienvenue. Alors, Djougou, Dassa, Boycon, Parakou, Cotonou, Porto Novo, Kobli, bref, pratiquement les 77 communes du Bénin. Lorsqu'on fait le tour, on connaît les maires, leurs adjoints et puis les chefs d'arrondissement qui sont désormais désignés, et ce pour 6 ans. Ils auront donc à diriger nos différentes communes. Dites-nous, André Dossa, motif de satisfaction pour tout ce que nous avons observé après tout ce qui a été fait, sans oublier les différentes étapes que nous avons vues passer. Non, mais je crois qu'il n'y a pas une satisfaction particulière à avoir dans le fait que les 77 maires de nos communes soient installés. Je crois qu'on est allé aux élections, c'est pour élire les responsables de nos différentes collectivités locales, donner un nouveau mandat pour la décentralisation, espérer que cette 4e mandature soit meilleure aux 3 précédentes, espérer que nos collectivités locales soient mieux gérées et surtout, et là peut-être je vais particulariser un peu, souhaiter qu'il y ait davantage de jeunes à la tête de ces collectivités locales, ce qui a été fait. Si votre question c'est par rapport à une satisfaction personnelle, je dirais que c'est dans ce sens-là beaucoup plus que je verrai. Maintenant, c'est fait, les 77 maires sont installés, ils doivent se mettre au travail, on va espérer que ce soit fait très rapidement et que l'état des lieux qui devront être faits dans cette collectivité locale ne prennent pas trop de temps afin que nous puissions voir les nouveaux élus à l'œuvre. Oui, Akimé Seydou Ousseni, pour ce que nous avons vu, c'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance avec les différents blocages que nous avons connus. Bon, a priori, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a plutôt pensé en raccourci pour éviter ce qu'ils ont appelé blocage. Parce que je crois que quand vous entendez aussi les responsables des formations politiques, aucun d'entre eux ne reconnaît pas qu'il y a eu à un moment donné ce qu'on peut appeler une indiscipline au niveau des militants de leurs différentes formations politiques. Et donc, dans l'incapacité, je dirais, de gérer cette affaire d'indiscipline, ils ont préféré passer par la loi. Mais bon, on ne va plus pleurer sur les renversés. Il n'y a que depuis hier, on est au moins informé. On sait que la plupart des communes ont déjà leurs exécutifs communaux et que, bien entendu, certains ont apporté la preuve de leur légitimité au-delà de la désignation qui a été faite par les responsables de l'information politique. On atteste ce qui a pu se passer hier du côté de la commune de Djougou. J'ai l'impression que si ce n'était pas Mali qui a été désigné, eh bien, ça n'aurait pas été chose apparemment facile au niveau de cette commune-là. Donc, je crois qu'il y a de ces maires-là qui, après avoir été désignés, ont apporté la preuve de ce que, eh bien, ils étaient plus ou moins, je dirais, le choix des populations, comme je le faisais constater tout à l'heure, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a fini l'étape de désignation et qu'on le veut ou pas, on aura à gérer des maires qui auront de gros défis à relever devant eux. La preuve, vous en avez entendu parler hier, certains ont décliné, je dirais, leur priorité à la tête de leurs différentes communes. J'ai entendu Malik Sebougomina, désormais maire de la commune de Djougou, parler du collectif budgétaire, parce que bien, ils sont en plein mandat. Exactement. J'ai entendu le maire de la commune de Boycon, Meda Rufuno aussi, qui a parlé, je dirais, qui a ébauché quelques priorités. J'ai souri quand j'ai entendu, par exemple, le maire de la commune de Bopa, je crois ne pas me tromper, qui disait que le conseil communal dernier s'est beaucoup sacrifié, on a travaillé sans moyen de déplacement, et lui, pour le moment, sa priorité, c'est de doter le conseil communal. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. Laissez-nous recueillir les premières impressions, les premiers avis des débatteurs en plateau. Oui, Herman. Oui, enfin, les 77 maires de nos 77 communes ont été installés. Pour ma part, c'est un motif de satisfaction parce que, comme vous l'avez dit, ce n'était pas gagné d'avance. On sait un peu le contexte dans lequel les élections ont été organisées, le contexte de Covid-19, où on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait cette élection. Ça a eu lieu. Tout ce qu'on a connu, c'est que effectivement, il n'y a eu que de 9 partis politiques, on est arrivé à 5, pour à la fin 3, la question de 10% et tout. Donc, il y a eu assez d'éléments qui ont quand même
émaillé un peu ce scrutin qui avait semé quelquefois des doutes quant à l'aboutissement de ce processus. Donc finalement, on est le 77 maire et là également, n'oubliez pas qu'il y a eu cette indiscipline dont Akimé a fait cas tout à l'heure au sein des partis politiques. L'indiscipline est là et on le constate. Je ne pense pas qu'il soit question forcément que ce soit les leaders qui reconnaissent qu'il y a une discipline, parce qu'on a vu effectivement qu'une fois que la loi dit que le poste de maire ou adjoint au maire revient à la majorité, automatiquement des passions sont déchaînées au sein d'une même majorité. Il y en a qui se sont trouvés des talents de maire et tout. Donc vous avez dû constater, un peu comme l'a dit Akimé, les populations de Djougou ont montré effectivement que oui, elles adhèrent au choix qui a été opéré, tout au moins au choix du maire qui a été opéré, même si par la suite on a constaté qu'avec l'intervention de l'honorable Wallis Soumarou, que le poste premier adjoint maire était un peu contesté, un peu comme on l'a soulevé d'ailleurs ici. Donc pour ma part, c'est un motif de satisfaction. Tout est allé à son terme. Maintenant, place au développement, place à ce que les gens, les différents maires ont comme projet de ville. Et c'est sur la base de ça qu'on va les juger une fois. Alors, Moïse Dossoumo, meilleur choix dans l'ensemble des développeurs installés? Nous avons désormais des femmes qui ont été désignées ou élues selon le cas. Maintenant, c'est à eux de montrer s'ils sont développeurs ou pas. Il y a certains qui ont un parcours quand on regarde dans le peu importe le parcours. C'est maintenant qu'ils ont pris les commandes de leurs communes respectives. Je ne veux pas parler du passé. On va les voir à l'œuvre et apprécier ce qu'ils font. Mais je note quand même que dans l'ensemble, il y a un grand renouvellement. Vous avez 77 conseillers communaux, il y a 70 qui ont changé de maire. Seulement 7 maires ont réussi à se faire maintenir. C'est énorme. Et on voit beaucoup de jeunes aux commandes. Donc ils vont montrer ce dont ils sont capables au-delà des critiques, au-delà des paroles à droite et à gauche. Mais moi, si j'ai une attente particulière, c'est que les communes, je ne dirais pas cessent, mais sollicitent de moins en moins des ressources de la part de l'État et cherchent plutôt à tirer profit de leur potentialité. Ce serait déjà ça de fait. Parce que très souvent, nos maires, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent se plaindre tous du manque de ressources, de l'insuffisance des ressources, et ne cessent de tendre la main au gouvernement. Ce n'est pas ça, à mon avis, disons, le rôle d'un maire. Il faut qu'il s'appuie beaucoup plus sur sa localité, sur ses potentialités, ses richesses, et les fasse, disons, sa promotion, et sollicite peut-être le concours de l'État après. Mais quand tout le monde, dès qu'on est élu, dès qu'on est installé, les yeux rivés sur le gouvernement, et qu'on se trouve dans l'incapacité de faire certaines choses, on pense parlait tout à l'heure de la commune de Bopa où le maire a sa priorité, c'est certains véhicules. Quand je prends cette commune, par exemple, elle a une richesse énorme. C'est une source thermale qui génère des dizaines de milliards chaque année. Mais qu'est-ce que la commune en tire comme profit? C'est de ça que je parle. Les communes, quel que soit leur état de pauvreté, ont des richesses. Il faut qu'elles puissent commencer par mettre ces richesses en valeur et tirer le maximum au lieu d'attendre tout de l'État. Alors, ça, c'est ma plus grande cap attente. sur le développement, après donc la désignation des maires, nous sommes à l'ère de la 4e mandature de la décentralisation, ça on le sait. Parlons maintenant du second sujet, c'est-à-dire du développement à la base, la responsabilité des maires, la responsabilité des partis politiques, puisque ce sont ces partis politiques qui ont procédé donc à la désignation de l'exécutif sur l'ensemble du territoire national. La priorité devait être quoi, Akimé? Bon, je ne sais pas. Je ne suis bien pas, chaque commune non, a sa priorité. Je ne suis pas responsable de parti politique. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que depuis hier, je mettais de bémol par rapport au rôle prépondérant que semble-t-il joueront désormais les formations politiques. Encore que on n'avait pas ça dans le viseur. Vous vous souvenez que quand on faisait le débat à l'occasion de la campagne électorale, relativement donc à ces élections municipales et communales, on avait beaucoup plus mis l'accent sur des projets de ville. Il faut qu'on les connaisse. Et vous avez remarqué que même dans les interventions respectives, il n'y a pas, ce n'est pas vraiment décliné. Et donc aujourd'hui, les mecs qui ont été élus, pour certains, il y en avait qui savaient qu'ils allaient, je ne dirais pas aux élections pour être conseillers, mais c'est beaucoup plus pour être maire. Il y a des exemples. On peut citer par exemple accepter la tautologie, Lucas Tropo, qui en venant à Cotonou savait qu'il ne venait pas pour être simple conseiller, il venait pour briguer donc, le poste de maire. Et donc il avait déjà quelques idées de ce qu'il compte apporter à la commune de Cotonou. Donc j'espère que véritablement ces ambitions, ces objectifs seront peut-être seront en phase avec peut-être la vision
à décliner bientôt de leur formation politique pour qu'on voit si véritablement ça va changer. Quand on prend la commune de Djougou, Malik n'allait pas à Djougou pour être simple conseiller de la ville de Djougou. Il y allait parce que véritablement il se disait que l'heure a sonné pour qu'il puisse apporter sa part à l'édification de la commune de Djougou. Donc il est allé à Djougou avec bien le projet. La preuve, je vous disais tantôt qu'hier, il faisait constater qu'il fallait forcément passer par un collectif budgétaire parce qu'ils ont pris le mandat en cours. Il y a bien de maires comme ça. Donc je veux peut-être espérer que ceux qui ont déjà eu le sens d'anticipation, en ayant déjà une idée plus ou moins claire de ce qu'ils veulent apporter au niveau de leur commune, qu'ils puissent, je dirais, rencontrer l'assentiment de l'information politique qui, pour ce que je sais, à moins d'être démenti, ne nous ont pas a priori laissé lire entre les lignes que voilà ce qu'ils veulent faire des différentes communes. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas dit que ce sont les formations politiques qui seront, je dirais, les premières à impulser la dynamique au niveau de la formation politique, maintenant de leur commune respective. Maintenant que ça semble être le rôle prépondérant à jouer par les partis politiques, je veux voir comment ça va se faire. Sinon, franchement, en termes de priorité, je ne dirais que ce que Moïse proposait ensuite travaille beaucoup plus à ce que les différentes communes puissent mettre en valeur leur potentialité. Djougou, c'est si sortie internationale. Naguib l'a dit tout à l'heure. Cotonou, c'est la vitrine. Boycon, c'est la ville Carrefour. Parakou, c'est la ville cosmopolite, c'est la ville de tout le monde, ainsi de suite. Vous allez à Bassila, c'est plusieurs sorties aussi, avec plusieurs frontières partagées avec le Togo. Donc, il reviendra aux différents maires de mettre, je dirais, beaucoup plus en valeur ces différentes potentialités-là pour ne pas forcément attendre du pouvoir central. Parce que quand le pouvoir central injecte un seul franc, ce sont les audits et pendant que nous y sommes, ça semble être comme un petit. Même si le pouvoir n'injecte pas de francs, on doit toujours faire les audits parce que vous gérez l'argent public, les fonds publics. Oui, André Lossa, on parle développement, ça se sait, avec les exécutifs communaux qui sont installés désormais. Est-ce que vous voyez déjà certains maires décliner leur vision? C'est vrai que nous avons entendu certains propos à la suite des différentes désignations. Oui, je crois qu'il y a des maires qui ont déjà une vision claire de la tâche de la mission qui leur est confiée. C'est pourquoi on a pu entendre certains déjà lancer quelques chantiers. Lorsque vous venez d'être installé, que vous évoquez déjà le collectif budgétaire, c'est que vous savez que vous n'avez pas de temps à perdre et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et déjà vous projetez dans l'action. Le maire qui a évoqué les questions donc, de moins de déplacement pour les élus, j'espère qu'il ne vous aura pas échappé, qu'il a dit dans le même propos qu'il ne s'attendait pas à être désigné maire. Ça veut dire que peut-être il a peut-être l'excuse de ne s'être pas vraiment préparé. Et maintenant que le choix a porté sur lui, il aura le temps donc de réfléchir avec le conseil communal de cette ville pour réfléchir, c'est-à-dire sur les potentialités. Chacune des communes du Bénin a ses richesses, ses ressources, ses potentialités. Ce travail va-t-il être du ressort des élus? Mais absolument, des partis politiques? Non, quels partis politiques? Ce sont les élus qui gèrent les villes. Peut-être avec un encadrement du parti politique. Peut-être avec une vision collée à l'idéologie du parti politique dont ils sont membres. Mais chacune de nos villes a ses potentialités. Quand vous prenez même la ville de Tokontounan qui semble être totalement dépourvue, c'est que l'élu local, les élus locaux de cette commune doivent pouvoir réfléchir pour savoir comment mobiliser les ressources internes. C'est-à-dire mobiliser déjà les populations, les citoyens, derrière le programme d'action qu'ils mettront en place. C'est très important. Il faut déjà faire adhérer les citoyens. Quand vous les faites adhérer, ils pourront facilement vous accompagner. Il ne sera pas... C'est vrai, ça va être une tâche très difficile compte tenu de la spécificité de la ville de Djougou. Mais vous voyez la liesse populaire qui a accompagné le choix de Malik Gomina. Cette liesse populaire, il doit pouvoir la transformer, n'est-ce pas, en énergie positive pour mettre en œuvre les actions. Cette population, je crois qu'il sera plus facile de lui faire comprendre que, attention, les tâches que nous avons à réaliser ont besoin que chacun fasse un petit effort. Et je crois que ça peut être pour lui une chance, un atout pour réussir. Les autres villes, aujourd'hui, Kondé, enclavées, quand bien même cette ville est enclavée, il y a forcément moyen de trouver des ressources. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Les actuels maires, les nouveaux maires, les nouveaux exécutifs de nos communes seront moins appréciés à l'aune du nombre de voyages effectués à l'extérieur sur les maigres ressources des communes, le nombre de motos achetées pour les CA, le nombre de voitures achetées pour les maires, que vraiment sur des actions concrètes réalisées
au profit des populations. Maintenant, oui, je suis d'accord avec Moïse pour dire qu'il faut mieux peut-être moins attendre les pouvoirs publics et davantage travailler à mobiliser les ressources internes. Mais je crois que les pouvoirs publics, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de compétences sont laissées aux collectivités locales sans un accompagnement avec les moyens. Je crois qu'il faut faire un effort aussi dans le sens d'un transfert réel des ressources pour accompagner les compétences qu'on laisse. L'unicité des caisses. Voilà. Oui, Herman Parfait à Niamboussou, les gros défis pour les maires. Oui, d'abord pour ma part, le maire de Bopa n'a pas mon excuse, parce que tout au moins quand vous êtes conseiller, quand vous êtes candidat au poste de conseiller d'une ville, c'est que vous avez déjà quelques éléments, quelques ambitions, et j'avais pour preuve le conseiller, le CA 12e arrondissement de Cotonou, Akindès Samuel, qui avait décliné déjà quelques points de ce qu'il avait envie de faire une fois qu'il est élu conseiller, tout au moins. Et donc ça lui aurait permis, une fois qu'il était maire, ça lui permettrait d'évoluer, d'avoir une vision plus large. Bon, de toute façon, c'est lui qui a dit, il veut donner pour se déplacer. Ensuite, mais il a raison, il doit se déplacer et aller vers les communautés, les écouter, recenser un peu les difficultés qu'il rencontre et bien d'autres choses. Ce qui est certain, il a dit, c'est pas tomber dans un dessous, il aura forcément des moyens pour le faire. Ensuite, vous avez aujourd'hui, des maires sont devenus pratiquement les chefs d'orchestre. Et donc, il va falloir faire en sorte que chaque élément de cet orchestre-là puisse jouer vraiment sa partition. Et donc, il faut mettre, à mon avis, les différents conseillers, les différents adjoints, il faut les mettre au travail. Mais en même temps, on dit une mission des hommes et des moyens. Les hommes, ce n'est pas que les conseillers, ce ne sont pas que les adjoints au maire, c'est également le personnel des différentes administrations territoriales, communales, voilà. Est-ce que ces personnels-là, est-ce qu'il faut les mettre au travail en même temps ou bien passer d'abord le temps à se passer un peu la pommade sur la peau? Et là, je voudrais rapidement passer le témoignage d'un travailleur de la mairie de Ouida qui dit qu'à l'arrivée de Célestine Adjaroun à la tête de la mairie de Ouida, elle a mis tout le personnel au travail. Elle a fait en sorte que même quand vous êtes en week-end, vous avez votre laptop sur vous, vous avez votre ordinateur sur vous, de sorte que quand le maire vous appelle et qu'elle vous dit j'ai besoin de tel document, sans même vous forcer la main, le samedi soir, vous êtes prêt à lui rendre le document parce que vous devez travailler à cela. Donc, si les maires peuvent déjà mettre leur personnel au travail, je pense que c'est déjà un acquis. Ensuite, un peu comme l'a dit, je reviens sur ce que le maire de Djougou a dit, je ne vais plus appeler son nom directement parce qu'il est maire de Djougou. Il dit en réalité, non, en fait, il est maire de Djougou, donc quand il dit maire de Djougou, vous savez de qui je veux parler. Il dit, dans ce pays, dans une commune... Nous devons habituer les enfants, par exemple, à connaître le nom des maires de chaque localité. Abdoul Malik Seibou. Il dit, dans une commune où tout est à faire, tout est prioritaire. D'accord? Donc, il revient aux maires qui sont désormais élus ou désignés de pouvoir identifier les priorités et de pouvoir satisfaire un peu aux besoins de la population. Mais attention, ils seront jugés parce que ce sont les partis qui les ont désignés pour qu'ils soient à ce poste-là. Et bon, voilà. Voilà, ils seront jugés parce que ce sont les partis qui les ont désignés, vous dites. Mais Moïse Doussoumou, la mission des partis politiques doit-elle s'arrêter à la désignation des maires ou ces partis politiques doivent assister les maires dans la conduite des affaires publiques? Ils sont obligés, surtout avec le rôle prépondérant qu'ils ont joué dans la désignation des maires. Ouais, sur l'ensemble des 77, il y a 26 qui ont été élus plus ou moins proprement et 51 ont été ainsi nommés par les partis. Donc les partis ne peuvent pas rester bras croisés et les laisser faire parce que si ces maires échouent, c'est le parti qui sera entaché. Mais si les conseils les avaient élus proprement, c'est plus le conseil qu'on indexe et non le parti. Donc le parti ne peut plus rester en retrait. Il est obligé de s'impliquer, non pas en faisant tout à la place des personnes désignées, mais en veillant au grain, en encadrant au mieux pour qu'il y ait, disons, moins de dérapage. Sans quoi il n'y a rien à faire, on dira que c'est le parti qui a causé ça. Même si les maires répondront personnellement des déviances, mais le parti sera entaché d'une manière ou d'une autre. Ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, il faudrait que les élus travaillent beaucoup plus justement à révéler leur territoire. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire. Je pense qu'il y a plusieurs études disponibles. Les faits sont là, les réalités sont là. C'est à chaque conseil communal municipal de tirer profit de ce qu'il a. D'abord en écoutant les populations, en confrontant les idées et en tirant le meilleur, on sait à peu près par où commencer, quoi faire, quoi ne pas faire, aligner les priorités et puis on va directement à l'œuvre. Mais quand on est là, disons un peu comme en vase que l'on veut écouter, personne ne fait ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas évident qu'on puisse parvenir à réaliser des exploits. Mais j'insiste également sur les potentialités. Vous voyez un peu nos communes, chacune a sa spécificité. Il n'y a pas de commune pauvre à 100%, c'est impossible. Vous voyez un peu Porte-Nouveau qui a plus ou moins, qui est resté plus ou moins longtemps dans l'inertie. Mais Porte-Nouveau a deux potentialités, c'est le tourisme et le commerce. Et qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Rien.
Voilà, Ouida et Aboumé, c'est le tourisme par excellence. Qu'est-ce qui est fait là? Alors un peu plus, Natitengo, Kouandé, bien même Nati Ketangeta, c'est le tourisme. Qu'est-ce que les communautés de ça? Soit à Bakoudé et Gambie, qu'est-ce que la communauté de ça? C'est de ça qu'il est question fondamentale. Cotonou, c'est les services, c'est la façade côtière. Qu'est-ce que la ville tire de tout ça? Donc il faudrait, à mon avis, que chaque équipe communale municipale revoie un peu ce qu'ils ont. Travailler à faire valoriser ça. Voyez Houyogbi avec ces qui propose des poteries que tout le Bénin adore. Mais qu'est-ce que la commune tire essentiellement de cet atout-là? Je parlais de Bopa tout à l'heure avec Posotome. Vous voyez les milliards qu'on tire de l'exploitation de ces ressources naturelles. Mais vous voyez l'arrondissement de Posotome, depuis tant d'années, rien n'a bougé, c'est comme ça. Pourtant, c'est beaucoup d'argent qui sort de ce territoire-là. Donc il faut que chaque localité parvienne à regarder justement ce qu'elle a de meilleur, tire profit de ça pour s'améliorer et aller de l'avant. C'est vrai que le gouvernement viendra en appui, mais le gouvernement ne fera jamais la majorité. Il faut d'abord faire quelque chose soi-même pour espérer un appui de l'autre côté. Donc pour moi, c'est le défi important. Certes, les ressources sont rares, sont insuffisantes, tout le reste. Mais il faut aller les chercher. Si on travaille à voir sur son territoire ce qu'on a de meilleur, je pense qu'on peut faire de grandes et belles choses. Voilà, oui. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Emma. En ce qui concerne les partis politiques, le fait d'être désigné par les partis politiques n'enlève pas du tout à ces maires-là leur mérite. Le mérite peut-être d'avoir de la vision pour leur localité et de briguer le poste de maire. Et vous n'allez quand même pas dire que, même si on a dû lui tendre un peu les nerfs, un certain Nekez Fayon qui a remis un mandat en jeu, c'est vrai, porté par la bannière Union progressiste, que parce qu'il est désigné par Union progressiste, quelque part son bilan n'a pas compté dans le choix des populations. Donc les partis ont désigné certes, mais pour la plupart, je pense quand même que c'est des gens qui ont du mérite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont désignés. Je ne vois pas un parti politique désigner un candidat qui ne serait pas, vraiment, n'aurait pas le bon profil, le meilleur profil. Je me dis qu'on a dû vraiment analyser les candidatures pour choisir les meilleurs. Les nouveaux maires, les nouveaux conseils communaux et municipaux doivent faire preuve de beaucoup de génie. Il leur faudra beaucoup innover. Innover d'abord pour faire adhérer les populations à leurs idées, à leur vision. C'est très important. Parce que souvent aussi, le sentiment qu'on a, on a des localités où les populations sont d'un côté et les élus de l'autre. Et il n'y a pas une synergie. Puis après, on vient faire une réédition de comptes. C'est une parodie de réédition de comptes. On réunit les gens et on dit on a fait ici, on a fait ça, un chapelet d'actions parfois qu'on ne peut pas vérifier. Je crois qu'il faudrait également rompre avec cette pratique de copier-coller des PDC. On prend le plan de développement d'une commune, qu'on vient mettre en changeant les noms. Parfois on se trompe, on maintient certains quartiers. Ce n'est pas les mêmes acteurs qui rédigent les PDC. Je crois que ça, à ce niveau-là également, il faut innover. Il faut revoir les choses. Lorsque nous avons entrepris de donner la parole aux citoyens de certaines localités pour savoir quelles sont leurs attentes des futurs maires, à Aboumé, moi, il y a un citoyen qui m'a particulièrement plu, qui a mis l'accent sur quelque chose de fondamental pour Aboumé. C'est-à-dire quoi? La définition des nouveaux touristiques, des nouveaux cycles touristiques dans cette ville. Aboumé, c'est une ville touristique. Et la plupart de nos villes, Moïse en a cité. C'est très important de réinventer le tourisme dans ces différentes localités qui ont ces potentialités-là. Quels sont les circuits touristiques au niveau de Ouida? Comment est-ce que ça rapporte? Quelle est l'implication de la population dans la gestion de ces potentialités-là? Je crois que c'est très important. Les maires qui auront réussi à faire cela, en tout cas, pourront davantage améliorer leur performance à l'heure du bilan. Je crois qu'il est aussi fondamental de souligner que c'est vrai, les partis politiques sont là, qui doivent accompagner leurs élus, mais surtout laisser les mains libres aux maires. Les gens ont voulu être maires de leur ville parce qu'ils sont porteurs d'une idée de développement, parce qu'ils veulent accomplir un certain nombre de choses. Il ne faudrait pas que, parce que c'est désigné par les partis, ça donne lieu à ce que nous avons vécu ici, où vous voyez des partis politiques entretenir, les collectivités locales, les mairies, entretenir des leaders de partis politiques, faire des ravitaillements de certaines personnes. Je crois que de toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le contrôle citoyen a plus ou moins un sens désormais dans notre pays, le contrôle citoyen de l'action publique. Non, c'est important la chute d'André, parce que on en a fait aujourd'hui des formations politiques, je dirais, des super gros électeurs. Parce que ce sont eux, en dernier ressort, qui tenant compte, je dirais, de la modification intervenue donc, entre l'élection et puis la désignation des maires. Donc aujourd'hui, on a l'impression, et c'est d'ailleurs ce qui est clair,
que ce sont les formations politiques qui ont, je dirais, une grosse emprise sur les différentes localités, les collectivités locales. Alors que justement, les partis politiques, politiques, ce sont des formations politiques. Il faut préciser que ce sont les leaders de ces formations politiques qui font le travail, même si dans certaines communes, il y a des mécontentements. C'est sous-entendu. Et là, ça cloche, vous voyez, on parle de collectivités locales au niveau des mairies, et ce sont des associations qui se retrouvent aujourd'hui être dans un rôle beaucoup plus prépondérant. Et c'est pour ça que c'est important de souligner cette affaire-là, parce qu'il y a des maires, ce ne sont pas les 52 qui ont été désignés, qui dans la plupart, je dirais, ont fait les salamalek avant d'être désignés par leur formation ou le responsable de formation politique. Il y en a qui ont été d'une manière ou d'une autre contestés, mais imposés, pour dire les choses comme ça. Donc, si ceux-là doivent, je dis, retourner l'ascenseur à leurs responsables qui les ont désignés, ils se posera le problème, je dirais, de Courbet de façon régulière. Donc, je veux espérer qu'une fois désignés, qu'ils doivent se rendre à l'évidence qu'ils travaillent pour les collectivités locales, pas pour les responsables de formation politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien malheureusement, ce sont eux qui donnent l'impression d'être des agents contrôleurs de ce qui se fait au niveau de leurs différentes localités, mais il va falloir qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. L'autre élément qui est très important, c'est que n'oublions pas que cette mandature, c'est 6 ans. Et quand ça fait 6 ans, il va falloir que les populations ne dorment pas. Et c'est pour ça qu'André insistait pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve dans une commune, c'est-à-dire les administrés à part, et puis le conseil communal à part. Mais alors, pas du tout. Oui, lorsque vous parlez des populations, on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous y mettez. Est-ce que tout le temps, le maire doit aller au contact de ces populations ou, bon, comme on le sait, hein, dans les 77 communes, nous avons souvent de ces genres d'associations qui sont appelées associations de développement, associations des jeunes et autres. Est-ce avec ces associations-là que les maires doivent travailler, recueillir les informations nécessaires, les besoins nécessaires afin de mieux peaufiner leurs actions? C'est tout le maillon de la chaîne. Les maires ne sont pas élus pour rester dans le bureau. Les maires vont contacter des populations. L'occasion des redditions de comptes, il ne faut pas les transformer en reddition de comptes de façon, je dirais, linéaire, oui, ça se fait, non. Parce qu'à l'occasion des redditions de comptes, les populations ont le droit à la parole. Elles peuvent poser des questions à leurs différents maires pour savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ici, ça n'a pas été fait ça. Donc je crois que c'est autant d'éléments qu'il faut mettre ensemble. Il faut donc des actions concertées avec les populations avant d'agir. Là, on n'aura pas à revenir tout le temps sur non, quand on dit concerter, ce n'est pas aller demander l'avis des populations avant, je dirais, d'entreprendre, mais déjà avoir une idée des besoins des populations. Donc ça, il y a plusieurs mécanismes pour les avoir. Quel est le rôle des CA? Les CA sont les premiers concernés par le contact facile avec les populations. Bientôt, on aura les chefs quartiers, ainsi de suite, les chefs villages. Donc, je crois que c'est tous ces gens. Parce que ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si on a déjà fait ce constat, c'est que l'impression de voir les conseils d'arrondissement ne pas se tenir aussi pose un problème. Parce qu'il faut déjà partir, je dis, de toutes ces étapes-là pour en arriver mettons, au conseil communal. Parfois, bon, c'est le conseil communal sur Christian, le conseil d'arrondissement. Peut-être que c'est le seul maire ou le seul élu qui est chef d'arrondissement de sa localité, ainsi de suite. Donc, je crois que si on met en œuvre tous ces éléments, tous ces étages-là, ça peut peut-être apporter un plus à la vie des formations et des conseils communaux. Le dernier élément de André, ça me plaît bien d'opiner là-dessus. C'est vrai que actuellement, les maires doivent travailler à mettre une certaine cohésion au sein de l'équipe. Et quand je le dis, je pense un peu au cas du premier adjoint maire de Djougou, dont la désignation a été un peu contestée et repris d'ailleurs d'abord par les têtes couronnées, ensuite par l'honorable qui est là-bas. Et je parle également du cas de Lalo, où une première tentative d'élection n'a pas marché. Le maire a eu 20 conseillers contre, 4 qui ont été pour, mais définitivement, à la fin, c'est ce maire qui a été choisi par le parti politique pour siéger. Alors, aujourd'hui, il faut d'abord travailler donc, à instaurer une certaine cohésion entre l'équipe, au sein de l'équipe communale, dans cette localité-là, par exemple, et entre l'équipe communale... Les responsables, les mairies, les maires. Naturellement, entre l'équipe communale et les citoyens également de la ville, qui, entre-temps, peut-être n'ont pas voulu que celui-là redevienne encore maire. Et en même temps, qu'on parle de ce cas-là, il faut parler également de ces coordinateurs de partis dans les zones. Et là, je pense je crois que c'est l'ancien président du COSLEPI qui est coordinateur de cette zone-là. Comment est-ce que ce maire va pouvoir travailler avec ce coordinateur de zone et tout pour qu'ensemble ils puissent mener cette localité vers le développement? Je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut rapidement mettre en branle pour que ça puisse marcher. Voilà. On va changer de sujet. Nous allons... Vous avez une réaction? Le contrôle citoyen, c'est très important cette affaire-là. Mais il n'y a que les populations aussi dormant griffe. Parce qu'il y a une grande, disons, il y a de grandes avancées sur le terrain là, avec les ONG, les structures de développement, tout ça là, ils font beaucoup de choses sur le terrain. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour nous intéresser de près à ce qui se fait dans les communes? Là, nous donnons l'opportunité, par exemple, d'assister aux séances du conseil communal municipal. Sauf quand il s'agit des questions de sécurité qui sont très sensibles. Mais comme les nôtres, nous, spontanément, vont assister à ces séances-là.
alors que c'est des moyens de pression qu'on a sur les élus. Quand on prend le cas de Cotonou, Calavi, Porto-Novo, Boycon-Koso, où les gens sont plus ou moins éveillés, connaissent ces choses-là. Mais combien d'entre eux, tu prends l'exemple des cadres ou bien des citoyens éveillés, vont spontanément assister à ces séances-là? C'est de ça que la question. Quand on ne s'intéresse pas nous-mêmes à ce qui se décide à ces niveaux-là, c'est normal que les gens fassent ce qu'ils veulent. Donc, il faudrait que nous aussi, on fasse l'effort de mettre la pression qu'il faut et progressivement les bons réflexes seront adoptés. J'avoue que quand on parle de ces redditions de comptes-là, j'ai eu cette occasion par le chef d'assister à une reddition de comptes à Azé. J'avoue que à la fin de la séance, c'était très fatigant pour nous parce que le maire il a pris le temps de tout énumérer. Ça vous prend quelquefois 2 heures de temps. Et donc vous vous demandez à la fin si le maire ne fait pas exprès d'aligner des choses pour vous faire dormir. Parce que finalement, bon, les gens dormaient, se demandaient, bon, il a qu'à finir de dire ce qu'il a envie de dire et puis ça va. Donc il faut un effort de synthèse aussi à ce niveau pour permettre à des populations qui viennent s'asseoir pour suivre ces réditions de comptes-là, de pouvoir cerner les points, les différents points. Et à ce niveau-là également, il y a un travail sérieux à faire par ceux qui... Quand vous dites au maire de faire un effort de synthèse, aucun maire ne vous suivra parce qu'ils ont besoin de dresser une longue liste pour montrer qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est aux citoyens, c'est difficile peut-être aux citoyens de suivre de près, de savoir d'abord, lorsqu'on a annoncé le budget, quelles sont les actions qu'on a annoncées, qu'on va réaliser avec les fonds, et vérifier si ces actions ont été réellement réalisées. Et maintenant, venir contredire le maire. Et aussi, il faut se donner le plaisir d'aller suivre les séances les sessions de conseil. Qui sont ceux-là qui peuvent contredire moi, j'ai le fait maire cet exercice une fois, c'était pendant la première mandature de la décentralisation à la mairie d'Abomey-Calavi. Les amis de Konou de Dravo, les Tchalili, les Lili Adidiola et consorts. Mais parfois c'est amusant, c'est très amusant quand vous voyez combien les conseillers tirent sur parfois des détails et tout. Ça vous permet de vous renseigner suffisamment et le moment venu, vous pouvez rétorquer à un maire ou un CA qui ment sur une action qui n'a pas été réalisée. Je crois que c'est pourquoi je disais que les maires doivent faire preuve de beaucoup d'innovation pour faire adhérer les populations. C'est très important. Vous savez aujourd'hui, hier par exemple à Djougou, tous ces citoyens de Djougou qui ont porté en triomphe leur nouveau maire, qui ont montré celui-ci c'est nous qui l'avons voulu, nous l'avons choisi parce que nous croyons en lui. Mais vous savez souvent ce qui se passe. Quand on a fini de se réjouir, on va s'asseoir. Et on le regarde. Et puis on est là. Quand on a un souci dans notre quartier, on dit mais le maire il est où, pourquoi il ne fait rien? Alors que, bon, après avoir applaudi, on allait s'asseoir. Et vous savez, dans ce pays, l'électeur il est tellement indulgent. Il attend seulement le moment d'aller dans l'urne pour s'exprimer. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Ne perdons pas 6 ans et après constater, plus tard, après 6 ans, que bon, on aurait dû peut-être mettre la pression sur les élus. Je voudrais finir, vous me permettrez rapidement. C'est vrai, il n'a pas été réélu Charles Toko à Parakou. Mais je voudrais inviter les maires à lui emboîter un peu le pas dans le sens des innovations qu'il a apportées à Parakou. Le consommons local. C'est très important quand nous parlons de potentialité, c'est aussi ça. Consommons local. Je suis de Calavi, il faut que je m'habille chez l'artisan de Calavi. Il faut que je consomme chez le commerçant de Calavi. Je suis de Cotonou, il faut que je consomme à Cotonou. Je crois que les élus ne perdront rien à aller dans ce sens-là, à sensibiliser les populations. C'est très important. Moi, je fais comment? Cotonou, vous êtes à Calavi, c'est pourquoi il y a le ce que je dis, c'est peut-être moins valable pour les centres urbains, pour les villages actifs particuliers que pour les communes secondaires, mais c'est très important. Parce qu'il y a la question aussi de payer les taxes pour que les communes disposent des moyens de... Nous, on consomme déjà les pagnes tissées le jeudi, donc c'est déjà pas mal. C'est pas suffisant, il faut demander à tous nos concitoyens de le faire. Et également faire attention, il faut demander aux maires de faire attention à ces partenariats, je dirais, inféconds, c'est-à-dire les voyages en un point fini où on dit qu'on noue un partenariat avec une ville française, mais vous passez tout le mandat sans rien réaliser. Beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Après, on ramène des bouquins, des livres. Les moyens de déplacement d'une certaine époque. Ce sont des scanners d'une certaine époque. Mais bon. Des livres de maternité d'une certaine époque. De tout ce que vous voulez d'une certaine époque. Le mec qui investit les ressources destinées à la coopération décentralisée, si un bel investit sur son territoire, je crois que serait plus à défaut de voyager régulièrement, il peut aussi se rabattre sur la diaspora.
Parce que toutes les communes ont des diasporas. Ça, c'est vrai. Je crois que Malik aussi... Il sera le plus heureux parce que la diaspora de Djougou... Les Djougouas qui sont en Allemagne, nous savons. Ils sont en Italie, voilà. Sans oublier ceux de... Parlons rapidement du dernier bilan établi lundi soir. Un bilan coronavirus. Moïse non plus. Voilà, le dernier bilan établi coronavirus qui présente un tableau de 288 cas confirmés, 186 guéris, 98 patients qui sont toujours hospitalisés. Et puis le nombre de décès qui est passé de 3 à 4. Un bilan qui contraste un peu avec la prise de conscience chez nous. Akimé? Oui, d'une manière ou d'une autre. Il y a que... Depuis qu'on a mis dans la tête des populations qu'il faut ordinariser le mal et qu'on a rouvert certains services, d'autres n'ont jamais été fermés. Le marché d'Antokpa est resté ouvert depuis le premier jour de l'apparition du premier cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a bien le commerce qui sont restés, je dirais, fonctionnels. Il y a seulement quelques jours, on a repris avec les transports en commun, les Tokpa et consorts. Et quand vous y jetez un regard, Christian, vous vous rendez compte que bon, on foule pratiquement au pied les règles barrières, les gestes barrières, j'allais dire. Donc, je crois que c'est autant d'éléments qui peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui on se retrouve, je dirais, à 27 nouveaux cas enregistrés. Il y a un décès qui porte le nombre désormais à 4. Et donc, on se rend compte qu'il y a comme un relâchement. Je crois que le relâchement aussi est dû au fait qu'il n'y a pas une communication nouvelle en termes, je dirais, de dispositions à adopter. C'est vrai qu'on a dit, oui, on rouvre, mais il faut toujours respecter les gestes barrières. Mais je crois qu'on peut aussi revoir en termes de discours en ce qui concerne les populations, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que, bon, le mal... il est presque pas vraiment grave. Bon, on ne commence pas à ignorer bien de choses, alors que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il va falloir qu'on multiplie les sensibilisations, qu'on reste rigoureux vis-à-vis de certains services. Parce que moi, franchement, je crois au niveau des transports en commun, les bus qui vont jusqu'à Cotonou et jusqu'à Parakou environ, il y a encore le respect. C'est une personne par place, mais les Tokpa que nous avons ici, mais alors pas du tout respecté. J'ai l'impression que c'est... Ils veulent rattraper le temps perdu et on entasse. C'est-à-dire quand vous prenez un Tokpa, c'est pratiquement une cinquantaine de personnes. Au niveau des taxis, les petits taxis, c'est ce niveau qu'il va falloir qu'on fasse un travail, que les forces de l'ordre puissent véritablement s'impliquer pour mettre un peu de la rigueur. Est-ce qu'on parle de relâchement? Moi, je vais d'abord me réjouir du fait que après ces élections communales, dans un contexte de Covid-19, que nous n'ayons à ce jour que 27 nouveaux cas. Parce qu'on s'attendait à un pic. Une fois, vous vous rappelez, quand on faisait le direct, vous étiez en plateau déjà avec le Red Chef, on vous faisait le direct, on vous disait que les gens sur le terrain n'observaient pas la distance de sécurité recommandée. Et donc, ça veut dire que, quelque part, le port de masque a joué son rôle. Et puis, le lavage des mains, ça a pu impacter un peu pour qu'on n'assiste pas à une mais flambée. Mais ce n'est plus respecté, ça ne se fait plus donc, trop, le lavage des mains. Du coup, aujourd'hui, on s'attendait également avec l'ouverture des églises et des lieux de culte que ça flambe. Mais à ce niveau... on a constaté que c'est plutôt à leur niveau qu'ils observent, il faut observer. Il y a notre confrère Doumaron qui dit qu'il s'approchait de l'église, il avait oublié son masque, mais qu'il a dû retourner à la maison, prendre son masque pour aller assister à une autre célébration. Donc, je pense qu'à ce niveau, les efforts sont faits. Maintenant, comme l'a dit Akimé, c'est qu'il ne faut pas qu'on relâche dans les sensibilisations. Il faut qu'on continue, qu'on persiste en disant le mal est toujours là, surtout dans les écoles. Vous avez nos enfants aujourd'hui peuvent aller à l'école sans masque. Le poste ne dit rien, c'est bon. Il ne faut pas qu'il y ait relâchement à cette situation. On ne doit même pas aller sans masque, ça c'est de la faute des parents. Oui. Un enfant qui quitte la maison doit aller à l'école avec un masque. Maintenant, s'il ne le porte pas, ça c'est un autre débat. Mais il faut forcément qu'il quitte la maison moi déjà avec un masque. Oui. Donc, non, le relâchement est effectif pour ce que j'ai pu observer. Même le réflexe du lavage des mains a disparu. Quand on ne vous oblige pas, vous ne le faites pas. Alors qu'il y a quelques semaines, même sans qu'on ne vous dise rien, vous le faites. C'était systématique. Ce n'est qu'au niveau des pharmacies ou bien de certaines banques que c'est encore obligatoire. Encore qu'au niveau des banques, il y a des agences où on contrôle votre température même après que vous avez lavé les mains. Mais hier, moi, j'ai fait un tour, le vigile avait le thermomètre dans les mains. Il m'a regardé, je lui ai rappelé ça. Il m'a dit non, vous êtes bien portant. Juste en me regardant comme ça. Alors qu'il y a quelques semaines encore, c'était systématique. Donc je me suis dit, bon, les gens ont appris au fait à s'adapter avec l'affaire, à vivre avec le virus. On dit que bon, ça c'est mineur, ce n'est rien. Donc il faut qu'on apprenne quand même
à ne pas relâcher parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que cette affaire peut reprendre. Donc, il faut faire très attention. André. C'est vrai que oui, c'est bien important. Il y a des gens qui ont des thermomètres dans les yeux, qui peuvent prendre une fièvre en vous regardant. Non, on a tort de relâcher aussi facilement. Le constat, il est là. Il y a un relâchement. Même au niveau de la sensibilisation, on observe ce relâchement-là. Et c'est peut-être... Enfin, n'aidons pas l'OMS et tous ces autres auteurs d'imprécations à voir leur rêve sordide se réaliser. Il faut que nous maintenions le cap. Vous voyez, quand vous prenez les Tokpa en question, puisque c'est un constat réel, ils se sont plaints, et ce qui est normal, mais lorsqu'on allège un peu la mesure et qu'on leur demande de respecter un minimum de gestes barrières et qu'ils ne respectent pas, je crois que ce n'est pas normal. Ils sont tout simplement en train de s'exposer à un nouveau confinement, en tout cas à une nouvelle décision de suspension de leurs activités. Je crois qu'il faut que, s'ils ont des syndicats encore en activité, il faut qu'entre eux, ils reprennent la sensibilisation et que surtout nous aussi, citoyens pris individuellement, que nous n'oublions jamais que cette pandémie persiste. Actuellement, l'épicentre de la pandémie, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et du Sud. Qui sait si cette affaire-là n'est pas en train de faire un tour du monde? Puisque après savoir qu'était l'Asie et l'Europe, c'est le tour du continent américain. Je ne le souhaite pas, il y a chose du bois en le disant, mais je crois qu'il faut que nous soyons vigilants. Moïse racontait une anecdote tout à l'heure. Vous en avez aussi. J'ai pris l'habitude de me restaurer un peu pas loin de la pharmacie SOS, c'est pratiquement dans la zone de Moïse. Il y a une petite, je ne sais pas, elle doit avoir autour de maximum 7 ans. Je ne sais pas quel a été le modus d'information qu'on a mis à sa disposition, mais dès que vous venez, c'est pas qui sait, Christian, il y a des personnes qui servent sont là. Quand vous ne vous êtes pas lavé la main, je vous assure que vous ne mangez pas, vous ne boirez pas, vous pouvez tout faire. Elle instruit les servants de ne pas vous servir. Et quand vous insistez, c'est elle-même qui se déplace et avec le savon et avec l'eau pour vous faire laver la main avant d'être servi. Je ne sais pas comment c'est sa maman ou bien comment ça s'est passé, mais franchement, cette fille-là, il faut qu'on la découvre pour comprendre comment ça fonctionne chez elle. Contrairement à l'ami de Moïse qui sait qu'il se porte en bonne santé, sa température, celle-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et surtout, quand on observe également ce qui se passe un peu partout dans le monde, notamment ces manifestations aux États-Unis avec l'affaire Floyd, les mouvements de foule, les mouvements de masse, la dernière fois à Bamako également, ce que nous avons observé. Sans protection, sans rien. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a certaines communes, certaines mairies qui demandent aux citoyens soutenez Floyd en respectant les gestes barrières, mettez votre masque en manifestant. Mais vous savez, quand on met le masque, on ne peut pas trop crier non plus. mais curieusement, sur les médias internationaux, on parle moins de coronavirus avec l'affaire de Floyd. À croire qu'entre-temps, le virus a disparu ou bien aussi, est en train aussi de manifester pour Floyd le temps de revenir après les obsèques du défunt. De toute façon, je crois qu'il faut que nous restions vigilants. Cette accoutumance à la maladie ne doit en aucun cas nous faire perdre notre vigilance. Merci beaucoup à vous, André Dossa. Merci à vous, Herman Anyamboussou, Akime Sédou, Céline Moïse Dossoumou, pour nos échanges de ce matin. Rendez-vous demain, mercredi. Juste après ce forum, vous aurez votre page pub. Après la pub, ce sera le métier de la semaine avec Ouliat Sanoussi. Je reviendrai en plateau en compagnie de Zakat Latoundji et son invité, Dr Sylvie Bankole, elle est chirurgien dentiste. Avec elle, il sera question de la santé bucco-dentaire. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire?
Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Pinceaux et peintures de différentes couleurs. Tout le matériel est en place pour que Dame Valérie Sedonou commence son travail, la calligraphie-sérigraphie. Le métier consiste à former et à imprimer sur du papier, du tissu, du plastique, du bois et autres, toutes sortes de caractères d'écriture ou des images. Vous savez que là, il y a beaucoup de choses dans l'art. Moi, j'ai choisi la calligraphie et la sérigraphie. Donc, on utilise les peintures, les différentes couleurs de peinture pour la calligraphie, pour la conversion des plaques, des panneaux publicitaires. Mais pour les t-shirts, on essaie de prendre des encres. C'est tout un processus que suit Valérie Sedonou pour aboutir à la réalisation de ses affiches, tableaux et autres. La calligraphie-sérigraphie est une passion pour elle depuis des années. Mais bien avant de se lancer dans ce métier, la calligraphe-sérigraphe a fait des études jusqu'à un niveau donné. C'est pas la vocation. C'est la femme de mon grand frère qui est une artiste calligraphe-sérigraphe. Et chaque fois, je viens en vacances chez elle. C'est de là où mon intention m'a permis de faire comme elle. Et je suis rentrée dedans. J'ai fait 3 ans. On a parcouru d'abord le cahier. Dans le métier, là, il faut avoir toutes les fournitures de l'école. J'ai parcouru les cahiers d'abord. Les lettres ABC jusqu'à Z. Toutes les lettres qui sont dans le monde. À part les ABC, les 1, 2, 3. Donc j'ai fait ça pendant au moins 3 ans. Ça n'a pas été facile. Avant de faire notre métier là, il faut toujours avoir le minimum de 6e ou 7e 2. Il faut savoir lire, écrire et savoir parler le français. Parce que les gens vont venir vers toi pour te dire, bon, moi j'ai envie de faire une poissonnerie. C'est à toi d'aider la cliente à s'en sortir, à lui proposer des choses quoi. Moi j'ai fait la 4e. Et d'ailleurs j'ai déserté les banques à cause des moyens financiers. Sinon j'aimerais continuer. Mais faute de moyens, je suis rentrée dedans. Avec ça, j'arrive à m'en sortir. Cela fait environ 10 ans que l'artiste exerce ce métier. Après sa formation, elle s'est installée à son propre compte, ici non loin du feu tricolore d'Agla, en allant vers le stade de l'amitié de Cotonou. Selon ses dires, la clientèle apprécie bien ce qu'elle fait. Je remercie beaucoup la clientèle. Tous ceux qui viennent vers moi m'amènent de travail, que Dieu les bénisse. Et tous ceux qui m'amènent là, qui trouvent ça, et tout bon, à leur retour. Souvent, je suis en contact avec les policiers. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. 8h35 dans quelques petites secondes. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3. Bienvenue donc sur Actu Matin. La chronique santé est à partir de maintenant avec Zakiat Latunji et son invité. Zakiat, bonjour. Bonjour Christian. Vous avez de belles dents. Ah oui, merci. Voilà. Vous en avez aussi de très belles, Merci beaucoup. Christian. On parler de la dent ce matin. Exactement, on parle de dents, mais spécifiquement de la perte des dents. La perte des dents, c'est un phénomène, sinon, quoi on va dire... une situation naturelle, surtout chez les enfants, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut perdre des dents pour pouvoir renouveler. Mais à l'âge adulte, ça devient un problème, ça devient une pathologie chez l'adulte. Donc, on va en parler ce matin. Notre invité avec nous, Dr Sylvie Bankole. Docteur, bonjour. Bonjour, Madame Zakiat. Merci d'avoir... Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pourquoi on peut se retrouver à perdre des dents, à perdre une dent ou des dents à l'âge adulte? Merci, Madame Zakiat. Comme vous l'avez si bien dit, la perte des dents peut être physiologique uniquement chez les enfants et à des âges bien déterminés. Parce que parfois, on pense que, quel que soit l'âge, bon, l'enfant peut perdre les dents, mais non. Les dents ont une durée de vie bien déterminée et même chez les enfants, ce n'est pas toujours physiologique. Maintenant, pour en revenir à la perte de dents pathologique chez l'adulte, c'est un problème qui est de plus en plus important sous nos cieux. Et les causes sont bien connues. Les causes sont bien connues, mais malheureusement, les populations ne prennent pas les précautions pour ne pas en arriver à ce stade de perte de dents. Et donc, quelles sont les causes? Fondamentalement, la première cause, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et cette mauvaise hygiène bucco-dentaire est pourvoyeuse des deux affections les plus courantes au niveau de la cavité buccale, c'est-à-dire la carie qui se trouve être la maladie des tissus de soutien, de la maladie des tissus durs de la dent. Donc, pour parler vulgairement, c'est un trou qu'on retrouve dans la dent qui est fait par l'action des micro-organismes. Et il y a également la seconde grande maladie qui fait qu'on perd les dents, c'est les maladies des tissus de soutien des dents. C'est-à-dire, si on fait une analogie, l'organe dentaire peut être comparé à un arbre qui a un tronc et des racines. Et vous convenez avec moi que quand la racine ne va pas bien, l'arbre ne pourra pas tenir, voilà. Donc, voilà les deux grandes maladies qui peuvent être à la base de la perte des dents. Mais, indépendamment de ça, il y a d'autres maladies qui peuvent amener également à perdre des dents. Quand un patient fait un processus cancéreux, c'est-à-dire un cancer au niveau de la cavité buccale, parce que ça existe aussi, ça peut amener à perdre des dents. Il y a également les traumatismes. Un enfant ou un adulte même qui tombe ou qui se cogne contre un mur ou qui reçoit un coup dans la figure peut perdre ses dents. Donc, quand vous recevez par exemple une balle de basket aussi sur la bouche, vous pouvez être amené à perdre vos dents. Il y a également des situations où, quand vous avez une maladie générale telle que le diabète ou une polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie des articulations, vous pouvez également avoir une perte d'une ou de plusieurs dents. Et il y a également des situations qui sont liées au comportement de la personne. Les gens qui fument beaucoup arrivent à perdre plus facilement les dents parce que les tissus de soutien de la dent sont fragilisés.
Il y a également la toxicomanie. Ceux qui prennent beaucoup de drogue aussi ont des tissus qui sont fragilisés, que ce soit les tissus durs, que ce soit les tissus de soutien des dents. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qui peut amener. Cause, mais on peut parler également des problèmes financiers. Quand vous avez une maladie, par exemple, et que vous n'avez pas les moyens d'aller vous soigner, ou alors la peur du dentiste amène certaines personnes à laisser la maladie traîner jusqu'au point où vous êtes amené à perdre des dents. Donc voilà un peu. Parce qu'il y a un problème que vous ne soignez pas. Voilà. Il y a une maladie qui est là, vous ne soignez pas et ça peut donc entraîner une perte de la dent. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui permettent, par exemple, de suspecter une dent qui veut tomber, histoire d'aller consulter? Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de la carie dentaire. Si une personne a une carie dentaire et qu'elle consulte à temps, qu'il y a un bon traitement qui est fait, est-ce qu'elle va toujours perdre sa dent ou elle ne la perd pas? Normalement, quand vous avez une carie et que vous sentez les signes précocement et que vous allez en consultation, si la dent est traitée, vous n'allez pas la perdre. Mais le problème, c'est que la consultation doit être régulière. Ce qui est recommandé, c'est au moins une fois tous les 6 mois. Quand vous faites suivre de cette manière, vous n'aurez très certainement jamais à perdre une dent, sauf si c'est un traumatisme, vous tombez ou un truc de ce genre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les populations n'attendent qu'au moment où il y a un problème. Et quand il s'agit de la maladie des tissus de soutien de la dent, vous sentez que la dent commence à bouger. Et au début, ça bouge légèrement, mais si rien n'est fait, ça évolue. Et donc, les signes sont là. Mais généralement, les populations n'y prêtent pas attention, soit parce qu'ils ont peur du dentiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors c'est parce qu'il y a un problème de finances. Parce qu'on se dit, il faut aller à l'hôpital, il y a un montant, il y a quelque chose à faire. Faire soigner a un coût. Ça a un coût, tout à fait, a un coût. Donc, il faut quand même mettre ce coût-là. Mais il y a également un autre facteur tout à l'heure sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, c'est le fait d'utiliser les dents comme un outil. C'est-à-dire, je parle par exemple des gens qui ouvrent les bouteilles, décapsulent les bouteilles avec les dents. Ah mais il y en a qui sont très champions dans ça. Voilà, surtout, et ils pensent faire les plus forts, alors que non, ils fragilisent leurs dents. Et parfois, on peut avoir une dent qui se casse dans ces conditions-là. Et quand la dent est cassée, parfois, on ne peut rien faire contre ça et on est obligé de l'extraire. Parce qu'il faut dire que la perte des dents peut être due à la dent même qui tombe d'elle-même. Mais le plus souvent, c'est plutôt le spécialiste de la santé bucco-dentaire qui est amené à extraire ses dents parce qu'on ne peut plus rien faire pour la conserver. Donc voilà un peu la précision que je voulais apporter. C'est le même traumatisme pour la dent lorsqu'on croque les os? Oui, ça dépend. Ça dépend de l'os que vous croquez et ça dépend aussi de la solidité de vos dents. Donc il faut faire attention quand on croque. Des os qui sont peut-être très durs peuvent entraîner, peut-être casser une dent, par exemple. Oui, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ou même, parfois, vous mangez certains aliments où il y a de petits galets, de petits cailloux dans la nourriture, dans du haricot, par exemple. Ça peut casser aussi les dents très facilement. Alors maintenant, on va parler un peu des conséquences de la perte de dents. Quels sont les problèmes auxquels on peut faire face parce qu'on a perdu une dent? Merci, Madame Zakiat. Pour parler des conséquences de la perte des dents, il faut d'abord commencer par parler du rôle des dents. Vous savez, les dents ont un rôle et chaque classe de dents a son rôle bien précis. Et donc, les dents, on les utilise pour mastiquer les aliments. Donc, quand vous perdez les dents, ça veut dire que votre facilité à mastiquer les dents sera diminuée. Donc, quand vous perdez les dents, vous avez des difficultés pour mastiquer. Vous avez des difficultés aussi pour digérer parce que si vous ne mastiquez pas bien, vous n'aurez pas un bon bol alimentaire, donc vous aurez des difficultés de digestion. Quand vous perdez des dents également, vous pouvez avoir des difficultés pour parler parce que la langue, au moment de la phonation, au moment de parler, la langue a une place bien précise dans la bouche au niveau de chaque dent. Donc, si une dent ou une ou des dents manquent, vous pouvez avoir des difficultés pour parler, ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à prononcer certains phonèmes. Donc, voilà, vous pouvez avoir ces difficultés-là. Il y a également les problèmes esthétiques. Vous savez, les dents
constitue un soutien pour les joues, les lèvres. Et quand vous manquez de dents, les dents ne sont plus présentes, vous pouvez avoir, vous êtes jeune, mais avoir un visage d'un vieux. Un peu comme déformé. Déformé, voilà. Donc, c'est des problèmes esthétiques. La perte des dents aussi amène une perte de l'estime de soi. Parce que vous n'arrivez plus à sourire, vous n'arrivez plus à parler correctement. Donc, il y a des problèmes dans la vie de tous les jours. Donc, maintenant, le plus gros problème, c'est au niveau de la perte des dents, c'est les déplacements des dents qui restent dans la cavité buccale. Et par rapport à ça, je voudrais montrer un peu cette image qui illustre bien les problèmes de déplacement des dents. Donc, vous voyez, à ce niveau, par exemple, sur cette image, cette personne a perdu une dent, une molaire en bas. Et vous voyez, les deux dents qui encadrent cette dent qui n'est plus présente, elles vont essayer de rechercher le contact. Parce que les dents ont été programmées pour être toujours en contact les unes avec les autres. Et également avec la dent opposée, c'est-à-dire la dent avec laquelle elle est en contact quand la bouche est fermée. Donc, ces deux dents-là, vous voyez, elles vont bouger pour rechercher toujours un contact. Mais il y a un vide parce que la dent n'est plus là. Voilà, donc en bougeant comme ça, vous voyez l'espace qui se crée à ce niveau par rapport aux autres dents qui viennent après. C'est des espaces qui retiennent les aliments. Et qui dit rétention d'aliments dit problème de carie, problème de tissu de soutien des dents. Et vous voyez également en haut, la dent du haut aussi recherche le contact avec sa voisine du bas qui n'est plus là. Et donc, elle descend. Et quand elle descend, ça crée une marche d'escalier. Et qui dit marche d'escalier également dit rétention alimentaire. Ça crée aussi des espaces avec les autres dents qui viennent. Ce qui veut dire que vous avez perdu une dent, mais vous finirez par perdre plusieurs dents. Voilà, donc, vous créez au fur et à mesure une mauvaise organisation au niveau des dents de la bouche. Exactement, une mauvaise. C'est pour cela que c'est conseillé de remplacer la dent quand elle n'est plus là. Donc, il y a possibilité de remplacer la dent qu'on a perdue. Exactement, il y a une possibilité de remplacer. Mais nous rentrons comme ça dans qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre les dents. En parlant de conseils. Voilà, en parlant de conseils, il faut d'abord parler de la prévention. Pour ne pas perdre ses dents, il faut d'abord avoir une bonne santé bucco-dentaire, une bonne hygiène bucco-dentaire, j'allais dire. Il faut arrêter le tabac. Alors, rapidement, cette bonne hygiène bucco-dentaire, elle passe par quoi, très rapidement? Elle passe par un brossage des dents 2 fois par jour au moins. Le premier, c'est après le petit déjeuner, le matin après le petit déjeuner. Et le second, le plus important, c'est le soir au coucher. Bon, pas au réveil, comme on a l'habitude de faire. Pas au réveil, vous pouvez le faire au réveil, mais le plus important pour moi en tant que spécialiste de la santé bucco-dentaire, c'est après le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, généralement, il y a beaucoup d'aliments sucrés, du lait, du sucre, la bouillie. Et donc, après le petit déjeuner, vous pouvez le faire. Je n'ai rien contre le faire avant le petit déjeuner, mais après le petit déjeuner, après le petit déjeuner. Donc, et le soir au coucher. Et le soir au coucher, très important parce que vous faites en ce moment, vous éliminez tous les débris alimentaires qui sont restés du fait de tout ce que vous avez mangé durant la journée. Donc, il faut arrêter le tabac, la drogue, si vous en prenez. Il faut réduire votre consommation d'aliments sucrés. Il faut réduire également le nombre de fois que vous mangez dans la journée. Donc, le grignotage doit être éliminé de ces habitudes. Il faut consulter son chirurgien dentiste tous les 6 mois. Donc, tout au moins 2 fois par an ou tout au moins une fois par an. C'est très important. À cette occasion, le chirurgien dentiste fera un détartrage, ce qui mettra vos tissus de soutien, vos gencives dans de meilleures conditions. Si en ce moment, il y a des maladies, il y a une carie ou autre chose aussi, elle sera traitée. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la prévention. Également, si vous avez un terrain fragilisé, c'est-à-dire un diabétique, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde ou une femme enceinte, il faut faire des précautions particulières pour éviter que votre maladie générale ne vous amène à perdre des dents. Maintenant, quand vous avez déjà perdu la dent, il ne faut pas laisser cet espace vide. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y aura beaucoup de déplacements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 possibilités. Vous pouvez remplacer cette dent qui manque avec une prothèse qu'on appelle prothèse mobile, c'est-à-dire c'est une dent artificielle qu'on amène, mais qui est mobile, c'est-à-dire que vous pouvez enlever et remettre. On l'appelle communément le dentier que vous enlevez. Mais il y a une autre forme de prothèse qui est fixe. Et c'est le spécialiste qui installe cette prothèse
et vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, cette prothèse est là, ça remplace vos dents. Et parfois, même nous spécialistes, il faut faire une radio parfois pour se rendre compte que vous avez une prothèse. Et là, évidemment, entre une 2 chevaux et une BMW, on sait ce qu'on peut choisir. Voilà. En fonction de ses moyens aussi. Voilà, exactement. Donc, il y a des possibilités pour remplacer les dents qu'on a perdues. Mais vraiment, il faut les remplacer. C'est très, très important pour permettre aux dents de continuer à jouer leur rôle au niveau de la cavité buccale et au niveau de la vie sociale. Une question pour finir. On a la possibilité de se faire remplacer sa dent qu'on a perdue ici au Bénin aujourd'hui et c'est à la portée de toutes les bourses. On a la possibilité de se faire remplacer ses dents, soit par une prothèse mobile, comme je l'ai dit, ou par une prothèse fixe. Et même pas un implant. Ça, c'est la dernière nouveauté dans le remplacement des dents qu'on a perdues. Et ça se fait au Bénin. Même l'implant se fait, les implants se font au Bénin. Ça a un coût. Si vous voulez avoir des dents fixes, des dents artificielles fixes, il faut mettre le prix. Ça a un coût, c'est vrai, mais la santé a un coût aussi, Madame Zakiat. Donc, souvent, on parle du coût, mais oui, ça a un coût. Et il faut mettre le coût. Ce qu'on retient, c'est qu'on a la possibilité de le faire et il vaut mieux le faire. Et il y a plusieurs possibilités en la matière. Exactement. Il y en a de cher, de très cher, de moins cher. Et donc, chacun peut trouver le couloir qui l'arrange. Docteur Sylvie Bankole, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes chirurgien dentiste et avec vous, ce matin, nous avons parlé de la perte des dents. C'est moi qui vous remercie, Madame Zakiat. Merci à vous, Zakiat Latouji. Docteur, merci beaucoup. Très bonne journée du mardi à vous. C'était votre chronique santé sur Actu Matin. Eh bien, pour boucler ce rendez-vous, je vous propose de suivre ici la revue de presse, décryptage et présentation de l'actualité, signée Assiomo Kanya Assiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 4e mandature de la décentralisation, les 117 maires installés, c'est le gros titre du quotidien Le Matinal qui affiche les photos de quelques maires pour informer qu'on y dénombre 7 retours, 41 maires de l'Union progressiste, 29 du bloc républicain et 7 des forces Cori pour un Bénin émergent. Et au nombre des derniers maires installés, Fraternité renseigne que Malik Goumina, nouveau maire de la commune de Djougou, a été installé ce lundi 8 juin avec ses 2 adjoints. Après l'installation du conseil communal par le préfet le mercredi 3 juin dernier, le jeune et ambitieux maire de cette commune septentrionale prend officiellement fonction ce jour avec ses adjoints. Amadou Djibril est le premier adjoint au maire et Seibou Karimou occupe le poste du 2e adjoint. C'est le choix du parti, le Bloc républicain, qui a décroché la majorité absolue des suffrages exprimés au terme des élections communales du 17 mai 2020 et selon le journal, il dévoile ses ambitions. Bénin Intelligent lui consacre son gros titre pour souligner que c'était un bon casting pour le parti du cheval cabré à Djougou. La formation dirigée par Abdoulaye Biotchane n'a fait que confier les rênes de cette commune à celui que le peuple a clairement choisi. Tout autre sacre ne serait qu'un coup d'État flagrant et honteux contre le détenteur de la souveraineté. Il y a bien longtemps en effet que les populations réclament Dr Goumina comme un élu représentant de taille. Elles ont manqué la première occasion en 2019 avec le non-positionnement du brillant journaliste dans la course pour les législatives. La seconde occasion a été la bonne le dimanche 17 mai 2020. Rufino d'Almeida casse le rêve de Gansé, affiche le même journal qui informe qu'il s'en sort avec le poste de premier adjoint au maire et Elisabeth Agbosaga Jawad, 2e adjointe. Le journal de faire observer que ce positionnement est bien maigre pour le directeur général de la Sogema, dont le rêve le plus ardent a été de succéder à son mentor Atropo, désormais maire de la capitale économique. Armand Gansé était pourtant favori. Il s'est assez battu pour le contrôle de la mairie. Ses efforts ont bien payé. C'est lui que les populations ont réclamé en votant massivement le BR dimanche 17 mai. Voilà tous les maires, leurs adjoints, les chefs d'arrondissement installés. Le plus dur les attend, semble dire le quotidien Fraternité qui leur rappelle l'atteinte des objectifs à la base.
Pour le journal qui affiche les photos de Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste, Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, et Paul Hunkpe, président des Forces Kori pour un Bénin émergent, seuls ils ne répondront plus de leur mauvaise gestion et de leur incapacité à rassembler autour de leur vision la majorité du conseil communal ou municipal. Dans un contexte où ils ont été pour la plupart désignés par leur parti politique, les maires de la 4e mandature de la décentralisation peuvent se targuer d'avoir pleinement bénéficié du parapluie des instances de décision de la formation politique à laquelle ils appartiennent. Malheureusement, cela n'équivaut pas toujours à une pleine confiance du conseil communal ou des populations à la base, et dans de pareilles situations, un échec à l'arrivée du maire désigné serait aussi imputable aux instances du parti. Ce matin, la Nation consacre son premier titre à la reconstitution des actes de naissance aux personnes sans souche et souligne que l'une des réformes phares du gouvernement, mais dont on parle peu, est celle consistant à reconstituer les actes de naissance aux citoyens sans souche. Les intéressés peuvent s'adresser à l'Agence nationale d'identification des personnes s'ils avaient été enrôlés lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population pour se faire établir ce document administratif précieux. L'ANIP grouille de monde depuis le début de l'opération de reconstitution d'actes de naissance le 30 mars 2020, ajoute le journal. L'économiste rapporte ce jour que l'Assemblée générale ordinaire a autorisé l'émission d'obligations à concurrence de 80 milliards de francs CFA au titre du programme d'activité 2020 de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA pour le refinancement de prêts au logement consentis par les banques actionnaires. De même, les comptes de la CRRH-UMOA pour l'exercice 2019 ont été approuvés lors de cette séance avec un résultat net de 1 243 millions de francs CFA, et l'Assemblée générale ordinaire a décidé de son affectation en réserve et report à nouveau. Et puis cette information qui nous ramène ici au Bénin avec le quotidien Les Pharaons, qui renseigne que 2 agents de la douane sont aux arrêts de rigueur depuis 48 heures. Plusieurs sources ont confirmé qu'ils sont impliqués dans des affaires différentes. Une minorisation de la valeur en douane pour l'un et un dossier entaché d'irrégularité pour le second. Les 2 agents ont écopé de la peine maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Selon les indiscrétions, les 2 agents sont accusés de fraude par Bénin Contrôle SA, qui aurait porté plainte. Un des mis en cause a contourné le système informatique en procédant à une minorisation de la valeur en douane qui en principe est fixée par Bénin Contrôle. Merci de m'avoir suivi. « 56 minutes, mesdames et messieurs, eh bien, tout le monde descend. C'est la fin de cette matinale, votre matinale Actu Matin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à partir de 7h avec le même plaisir. Nous allons vous servir les nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Au revoir.